Voici Tristan da Cunha, l'île habitée la plus isolée au monde. Elle se trouve au milieu de l'océan Atlantique Sud, loin de tout, littéralement. La terre habitée la plus proche est Sainte-Hélène, à 2400 km, mais elle reste isolée également. Le continent le plus proche est le Cap, Afrique du Sud, à 400 km de plus. Et c'est seulement d'ici que vous pouvez aller à Tristan da Cunha avec un voyage en bateau de 6 jours, puisqu'il n'y a pas de piste d'atterrissage sur l'île et Tristan n'est pas un endroit isolé unique en son genre. Les îles Pitcairn dans le Pacifique Sud nécessitent un vol vers Tahiti, un autre vers Mangareva en Polynésie française, puis 32 heures de bateau pour y accéder. Ou même si nous ne regardons pas les îles comme, et je ne sais pas comment dire ça, Itokurturmit, à l'extrémité est du Groenland, n'a aucune route la reliant au reste du pays sur des centaines de kilomètres. Il faut prendre l'avion jusqu'en Islande, puis un vol hebdomadaire vers une piste sur la côte du Groenland, et enfin parcourir 40 km en hélicoptère ou motoneige pour rejoindre la ville. Avec tout cela, on se demande comment ces endroits fonctionnent. Rappelez-vous, ce ne sont pas seulement des stations où des scientifiques séjournent quelques mois par an. Il y a de véritables communautés qui vivent ici toute l'année, sans obligation. Alors comment tout cela fonctionne-t-il ? Comment est-il possible pour ces personnes, dans des régions aussi isolées, de bien vivre ? Quand on est aussi éloigné du reste du monde, les règles habituelles cessent de s'appliquer. Mais avant toute chose, nous devrions identifier à quoi appartiennent ces endroits, car ils ne sont évidemment pas indépendants, et cela les aide en fait à survivre compte tenu des financements qu'ils reçoivent. Tristan da Cunha et les îles Pitcairn, territoire britannique d'outre-mer, reçoivent des millions de dollars de financement fédéral pour leur budget annuel. Cela concerne l'entretien des infrastructures, les salaires des fonctionnaires, l'éducation, la santé et les situations d'urgence. Le sauvetage en cas de catastrophe a été nécessaire en 1961, quand le volcan de Tristan da Cunha a éclaté, entraînant l'évacuation de la population en Angleterre pendant 2 ans. Là où il n'y a ni base fiscale viable, ni secteur privé développé et une forte isolation, ce soutien évite un effondrement immédiat. Itokurturmit, au Groenland, est vu comme une ville en difficulté dans un système national. Or, le Groenland reste un territoire autonome du Danemark. Le Danemark verse environ 500 millions d'euros par an au Groenland pour des services essentiels comme la santé et l'éducation, soit plus de la moitié de son budget public et 21% de son PIB. Le Groenland choisit l'utilisation de ces fonds. Des villages isolés comme Itokurturmit en bénéficient via salaire pour enseignants et personnel de santé, vols en hélicoptère subventionnés, bâtiments publics chauffés, etc. Le défi principal est d'acheminer des choses là-bas. Ailleurs, il suffit d'aller en magasin ou de commander en ligne pour recevoir son colis sous 2 jours. Mais à Tristan da Cunha, avec une population de 240 personnes, c'est un peu différent. À Édimbourg des 7 mers, unique localité de l'île, un magasin offre uniquement ce que le dernier navire a livré, ce navire ne venant que 8 à 10 fois par an. Mais ce n'est pas tout, ces grands navires doivent jeter l'ancre au large car ils sont trop gros pour le port de l'île. Le port de Calshot, très petit et peu profond, nécessite le transfert des provisions sur de petits bateaux jusqu'à la jetée, uniquement par temps calme. L'île se trouve dans les 40e rugissants, une zone océanique connue pour ses vents d'ouest incessants et ses mers agitées. Il arrive souvent qu'un navire doive attendre plusieurs jours avant de pouvoir décharger en toute sécurité. Si vous oubliez de commander ou si le navire ne peut accoster à cause du mauvais temps, souvent, vous attendez des semaines, voire des mois. C'est pareil pour l'île Pitcairn, avec seulement 35 habitants. Les navires de ravitaillement passent tous les 3 mois, et comme Tristan, il n'y a pas de port. Son principal navire de ravitaillement, le MV Silver Supporter, jette l'ancre au large près de la baie Bounty, et les provisions sont transférées sur de longues embarcations que les habitants pilotent eux-mêmes. C'est aussi un débarquement notoirement difficile, car la baie est rocheuse et les vagues sont imprévisibles une fois que les provisions atteignent le rivage. Le transport n'est pas terminé pour autant. Tout doit être hissé en haut de la colline de la difficulté. Un sentier escarpé relie le point de débarquement à la principale agglomération d'Adamstown, à Itokurturmit. Avec ses 350 habitants, la plus grande des 3, la situation est complexe car elle est entourée de glace, non d'océan ouvert. En hiver, la mer gèle et bloque l'accès par bateau pendant près des 3/4 de l'année. Donc, les provisions arrivent principalement par avion quand c'est possible, mais il n'y a pas non plus de piste d'atterrissage dans la ville elle-même. La plus proche est Nerlerit Inart, à environ 40 km de la côte. Les fournitures en vrac comme le carburant arrivent 1 ou 2 fois par an,
quand un pétrolier profite de la brève fenêtre estivale avant que la glace ne revienne. Faire des réserves est essentiel dans ces endroits isolés, mais que font les habitants pendant qu'ils y vivent? À Tristan da Cunha, la pêche à la langouste, très prisée, constitue la seule industrie privée grâce à la valeur de la langouste locale. Il y a une usine de transformation où les langoustes sont congelées et préparées pour l'exportation. Et lorsque les navires de ravitaillement arrivent, ils ramènent la cargaison au Cap pour une distribution internationale vers les États-Unis et le Japon. Voici ce qui est intéressant sur l'économie de Tristan. Elle n'est pas totalement capitaliste. La terre ne peut être achetée ou vendue, elle est détenue en commun. Les étrangers ne peuvent pas juste acheter une propriété, ils doivent être acceptés par le conseil de l'île et la terre est seulement attribuée non vendue. Chaque famille a son propre champ dans la zone des champs de pommes de terre qui lui est attribuée, qu'elle cultive pour son usage personnel. Les bovins pesquent sur des terres à l'EPR commune. C'est à la fois de l'autosuffisance et du socialisme communautaire, instauré depuis les premiers colons. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu là-bas. Le gouvernement de l'île génère des revenus grâce aux droits de licence de pêche, à la vente de timbres-poste aux collectionneurs et au tourisme à petite échelle lorsque des navires d'expédition font escale. Avec 240 habitants et le Royaume-Uni gérant les services essentiels, ce n'est pas nécessaire. Pitcairn, avec ses 50 habitants, n'a pas d'usine mais possède une terre très riche pour l'agriculture et les poissons. La plupart des familles cultivent leur nourriture et l'industrie principale est le miel. Les abeilles de Pitcairn sont uniques, car l'île, très isolée, les a protégées du varroa et des maladies qui touchent les ruches ailleurs. Le miel de Pitcairn, certifié biologique et sans maladie, est vendu comme l'un des plus rares et purs au monde. La coopérative des producteurs des îles Pitcairn gère l'exploitation et exporte surtout via la Nouvelle-Zélande. Les timbres, comme ceux de Tristan da Cunha, sont rares et recherchés par les collectionneurs. L'isolement et la faible population en font un marché de niche. Il y a aussi Itokorturmit, plus peuplé que ces îles, mais avec un mode de vie encore plus traditionnel. Les chasseurs locaux vivent de la chasse à la baleine et à l'ours polaire depuis des générations et cela perdure. Le tourisme, principal secteur privé, devient un facteur culturel et économique majeur dans la région. Porté par son isolement extrême dans l'Arctique, la culture inuite unique et des paysages à couper le souffle, alors quel avenir attend ces communautés isolées? Eh bien, étonnamment, les stratégies pour les maintenir sont en réalité différentes. Laissez-moi vous expliquer. Pour Tristan da Cunha, l'avenir consiste à préserver sans croître. Leur population est peut-être faible, mais elle reste stable depuis des décennies. Le Royaume-Uni considère l'île comme un lieu qui doit continuer d'exister, même si elle ne devient jamais économiquement viable. On ne s'attend pas à ce que Tristan se développe, mais on s'attend à ce qu'elle survive. C'est pourquoi des projets de modernisation, comme la construction du centre de santé Comogli, existent encore sur l'île au lieu de conserver l'ancien hôpital. Pendant ce temps, sur Pitcairn, la situation est à l'opposé. Certes, elle reçoit un certain financement, mais la stratégie du Royaume-Uni à son égard s'oriente davantage vers un déclin contrôlé. Les services de base sont maintenus, les obligations légales sont respectées et les résidents sont protégés, mais il n'y a aucun effort à long terme pour préserver la colonie elle-même. C'est peut-être une bonne chose car il y a eu ce scandale d'abus, trop horrible pour être évoqué sur YouTube. Contrairement à Tristan da Cunha, l'île n'a pas d'hôpital. Le plus proche est à au moins 2 jours de bateau, à Tahiti ou Nouvelle-Zélande. Donc s'il y a une urgence médicale, eh bien voilà. Enfin, avec Itokorturmit, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas un territoire d'outre-mer, c'est une partie du Groenland. On pourrait croire qu'il ferait tout pour sauver le dernier village à l'est du Groenland, mais ce n'est pas le cas. En fait, Cap Hope, qui était un village situé à seulement 15 km à l'ouest d'Itokorturmit, a été abandonné en 2005. La ville n'a pas d'avenir certain, mais tant qu'elle est habitée, elle sera soutenue. Cependant, le climat complique la situation. La glace recule, ce qui, bien que cela rende la région plus accessible aux navires de croisière et aux touristes, perturbe aussi la chasse dont dépend la communauté. Les habitudes des ours polaires et des phoques évoluent. Le mode de vie traditionnel d'Itokorturmit pourrait ne pas durer ce siècle. Un autre point commun à ces 3 endroits, c'est la réalité des jeunes générations. Laissez-moi vous expliquer, la plupart des habitants de ces villages sont plutôt âgés. Sur Pitcairn, les retraités seraient maintenant plus nombreux que les actifs. Pour les jeunes, il y a peu d'activités dans ces lieux. À Tristan da Cunha, à Christiania, il n'y a qu'un seul pub, le Albatros Bar, les autres ne sont pas comparables. Mais surtout, il y a la question de l'éducation. Ils n'ont qu'une école jusqu'à 15 ou 16 ans.
Ensuite, à Tristan, les élèves doivent poursuivre leurs études au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud. À Pitcairn, les enfants partent en Nouvelle-Zélande et à Itokorturmit. Les élèves doivent aller à Nuuk, la capitale et plus grande ville du Groenland, qui ne compte pourtant que 21 000 habitants, ou bien au Danemark. La migration n'est pas un choix, mais une étape du cycle de vie. Beaucoup de jeunes partis ne reviennent pas. Ils forment des cercles sociaux ailleurs, trouvent des emplois absents chez eux et s'habituent à une liberté et des opportunités que ces villages ne proposent pas. Revenir, c'est souvent renoncer à tout. Moins de carrière, 2 personnes de votre âge, 2 choix. Globalement, cela se voit surtout en examinant les 2 territoires britanniques dans le contexte des relations. Sur Tristan da Cunha, les 240 habitants descendent tous de seulement 15 colons d'origine, 8 hommes et 7 femmes arrivés entre 1816 et 1908. Il n'y a en gros que 7 noms de famille sur toute l'île, tout le monde est lié à tout le monde. Des chercheurs médicaux ont étudié Tristan pour cette raison. L'asthme affecte près de la moitié de la population. Cela a été retracé à seulement 3 colons porteurs du gène, Pitcairn est encore plus petit. On ne compte que 4 ou 5 noms de famille, hérités des mutins du Bounty et de leurs compagnons tahitiens arrivés en 1790. Trouver un partenaire sans partir est impossible, mais malgré cela, les gens sont restés. En 1961, après l'évacuation des habitants de Tristan vers l'Angleterre à cause du volcan, ils auraient pu y rester. Ils avaient tout, mais la plupart ont tout de même choisi d'y retourner. Je veux dire, le fait que ces colonies existent encore veut dire quelque chose, mais pour être franc, le déclin futur semble inévitable. Pitcairn en particulier a essayé de l'inverser. Le Royaume-Uni a proposé des terrains gratuits et une aide au logement pour attirer de nouveaux habitants, mais personne n'a accepté, ce qui n'est pas surprenant. Même les villages dépeuplés d'Italie et d'Espagne, au climat agréable et à la bonne cuisine, peinent à attirer de nouveaux habitants malgré leur proximité avec les grandes villes. Malgré de bonnes incitations, si les villages siciliens ensoleillés peinent à attirer du monde, qu'en est-il d'un trajet de 32 heures en bateau depuis Tahiti? Le monde est de plus en plus connecté, mais pas pour les villes isolées. Ces communautés affrontent donc la géographie et le temps. Si les jeunes doivent partir pour leur avenir, la question n'est pas la survie actuelle de ces endroits, mais combien de générations il leur reste. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine vidéo.